C'est dans la commune de Mortagne, ancienne capitale du comté du Perche, que nous poursuivons notre voyage. En épousant un percheron, Sylvia Merel, originaire de la région parisienne, est également tombée amoureuse de cette région, de ses bâtis et de sa gastronomie. Dans le gîte qu'elle a ouvert, Sylvia n'a de cesse de partager son amour pour cette région fascinante. J'ai à cœur de faire découvrir son patrimoine culturel, architectural absolument fantastique. Et bien sûr, les percherons qui sont tous absolument adorables, qui m'ont adoptée et que j'ai adopté, que j'aime énormément. Et pour commencer cette balade, rendez-vous dans un champ de blé. Vu d'ici, on comprend mieux le Perche avec ses collines et ses vallons. Et Mortagne, là, tu vois, place forte qui domine ce vallon, cet écrin de verdure. C'est superbe. C'est en compagnie d'Adèle, responsable de l'Office du tourisme, que Sylvia nous entraîne à la découverte de ce qui fut la capitale et le lieu de villégiature favori des comtes et comtesses du Perche, Mortagne. Cette ancienne ville fortifiée recèle des trésors cachés, comme cette maison qui aurait accueilli pour la nuit le roi Henri IV et devant laquelle nos deux guides ne font que passer. Voilà les trésors que cachent les murs d'enceinte des maisons de Mortagne. On dirait un manoir. C'est un manoir en ville, mais un manoir, ce n'est pas un manoir des champs, mais un manoir urbain, citadin. Alors là, une façade réglée par deux larmiers saillants, une tour carrée avec un décroché de toit. Cette bâtisse est bien un manoir, comme on en trouve tant dans le Perche. Je vais pas te l'apprendre, mais tu sais qu'on comptabilisait environ 250 manoirs dans le Perche. Absolument, environ 250 manoirs sur le bord de l'Huisne. Tu sais d'où vient le mot manoir? Le mot manoir vient du latin manere, il me semble. Manere, l'endroit où l'on reste. Oui, alors Sylvia, désolée de te décevoir, mais on a d'autres choses à voir. On va pas rester. Après ce petit cours linguistique, direction, sous un soleil de plomb, les sous-sols de Mortagne et la crypte Saint-André. Il fait une chaleur épouvantable, on va aller se mettre au frais 5 minutes. Située sous l'actuel tribunal, cette crypte est l'unique vestige de la collégiale des chanoines de Toussaint détruite à la Révolution. C'est immense. Ouais, tu vois, Construite en 1203 par la comtesse Mao de Bavière, elle doit sa résurrection aux Mortagnais. C'était un dépotoir, Oui. tout le monde venait y déverser ses détritus. Elle était remplie. C'était devenu le terrain de jeu, en fait, des gamins du quartier. Ouais, et je crois que même ton père... Ouais, je dois dire qu'il est venu y faire les 400 coups un peu ici. Mais un beau jour, les habitants de Mortagne ont retroussé leurs manches et déblayé la crypte Saint-André, de style gothique, pour lui redonner toute sa superbe. Et regarde là, juste au-dessus de nous, un décor peint sur cette clé de voûte. Un décor floral. Oui, absolument, regarde, avec ses peintures rouges. Des piliers massifs divisent la salle en deux nefs et trois travées, aux larges croisées d'ogives. Au XIIIe siècle, les pèlerins s'y recueillaient pour prier leurs morts. Ils rejoignaient ensuite, par des escaliers, la collégiale située au-dessus. Adèle et Sylvia poursuivent leur déambulation à travers Mortagne pour rejoindre un autre endroit caché et très préservé, rattaché aujourd'hui au site de l'hôpital de la ville, la chapelle et le couvent des Clarisses de Saint-François. Tu vois Adèle, quand je vois un cloître pareil, qui est le dernier de l'Orne, je me dis que j'aurais pu être Clarisse et vivre une vie de contemplation Ouais. et de méditation. Ah non, une vie au service des pauvres dans le dénuement le plus total. Voilà à quoi ressemblait la vie d'une Clarisse en 1502. C'est quand même un endroit magique, Adèle. Regarde, une architecture exceptionnelle et des chambres juste ici, à l'étage. Non, les chambres, on appelle ça des cellules. Ça te repositionne un petit peu le 4 étoiles. Au XVIe siècle, les Clarisses qui avaient choisi une vie de charité et de béatitude vivaient ici. Elles venaient en aide aux plus pauvres et aux malades de la lèpre qui sévissait dans toute la région. C'est l'une d'elles qui est à l'origine de la construction de ce cloître et de sa chapelle attenante. On parle toujours des contes du Perche, mais Mortagne, plus spécifiquement, c'est quand même une histoire de femmes. Oui, une histoire de femmes, de bâtisseuses, des femmes de caractère, les trois comtesses. Les trois comtesses, dont Marguerite de Lorraine. Absolument, qui a bâti ce cloître, ce couvent et la chapelle Saint-François. Veuve du duc René II d'Alençon, la généreuse et dévote Marguerite de Lorraine a marqué la ville de Mortagne. Pendant les années de régence, elle assainit les finances du duché, réforme les coutumes et humanise la vie sociale
en assurant une aide aux pauvres et aux malades. Elle vivait complètement recluse, tu sais, en compagnie des Clarisses. Elle avait fait le choix, en fait, de ce couvent. Et donc, elle assistait à la messe depuis ce balcon, en compagnie des malades qui, eux aussi, étaient empêchés de descendre. De cet endroit stratégique, en fait, elle pouvait assister à l'office, être proche du chœur, également du cœur de son époux. Tu connais l'histoire ? Parfaitement, qu'elle avait fait enterrer juste en dessous son balcon ajouré. René du Galençon, qui l'aura suivi jusqu'à la fin de sa vie, à ses pieds et proche du chœur pour écouter l'office. Dédiée à saint François d'Assise, la discrète chapelle du couvent des Clarisses est une pépite. Mise à mal pendant la Révolution, elle a été restaurée au XIXe siècle. Si vous y passez, prenez le temps d'admirer ses boiseries sculptées et levez la tête pour contempler les peintures de sa voûte lambrissée représentant des scènes de la vie de saint François. As-tu fini tes pérégrinations dans le Perche? Absolument pas. Demain, je pars visiter la forêt humide. Ouh là là, prends tes bottes. T'inquiète pas, j'ai tout prévu. Ici, rien d'autre que le bruissement des feuilles d'arbres centenaires, le piaillement des oiseaux ou le croassement des grenouilles. C'est sous un toit de verdure d'une dizaine d'hectares et au cœur d'une biodiversité incroyablement riche que Sylvia et Gaël, guides conférenciers, déambulent dans ce que l'on appelle la forêt humide des Mousseuses. C'est vraiment une forêt idéale pour la cueillette des champignons en automne. Hein. Ah bah oui, là tu peux y trouver de la girole, même à cette saison, là, tu peux y trouver aussi des trompettes de la mort, on se régale en général. Et dans cette forêt magique, on trouve également une plante étonnante, la bourdaine. La bourdaine a une particularité, c'est que le chevreuil raffole de la bourdaine, et comme ça contient beaucoup de sucre, il y a une réaction chimique qui se passe au niveau de l'estomac, hein, et puis ça va produire de l'alcool, et on rencontre effectivement des chevreuils... des chevreuils qui titubent. Des chevreuils qui titubent à la Ferté-Vidame. Dans la forêt humide. Moi je vais bientôt pouvoir ouvrir un bar qui s'appellera à la bourdaine, hein, on invitera tous les chevreuils du coin. En revanche, Gaël, la bourdaine, super toxique pour l'homme. Ah oui, super toxique pour l'homme. Le domaine de la Ferté-Vidame, sur lequel s'étend cette forêt singulière, appartenait à Louis-Philippe, dernier roi des Français. On dirait une mangrove. Et ici, c'est la mangrove du Perche. Alors moi, j'ai toujours rêvé de m'y promener en canoë, mais bon, c'est un doux rêve. Hein. Longtemps, Louis-Philippe a cherché à assécher la zone, sans succès. L'eau y stagne en permanence et a permis le développement de végétaux incroyables. Des végétaux qui ont inspiré les noms des villages environnants. Regarde, il y a un souffle de vent, Ah ouais. à peine, regarde toutes les feuilles, elles tremblotent. Et donc les feuilles qui tremblotent, ça s'appelle donc un... Peuplier tremble. Bravo. Eh oui. Du coup, on a pas mal de noms de lieux-dits dans la région autour de l'Arbre. Donc les lieux-dits où on voit l'aulnay, c'est qu'il y avait majoritairement des aulnes. Il y avait majoritairement de l'aulne ou à proximité. La Fresnay, le frêne. Voilà, exactement. C'est ce qu'on appelle de la toponymie. Hein. À peine sorti du bois, c'est un autre décor qui s'offre à Sylvia et Gaël. Après avoir traversé le rond-point de la Victoire, ils parcourent les hectares d'un parc à la française en direction des vestiges du château de la Ferté-Vidame. Bâti au XIVe siècle, l'édifice a eu une vie tourmentée. Démonté par ses propriétaires pour embellir d'autres demeures, quand il n'aura pas été pillé ou mutilé par les guerres. Le roi Louis-Philippe l'acquiert en 1814, alors qu'il est déjà en ruine. Il entreprend de lui redonner toute sa superbe. Mais le manque d'argent et la révolution de 1848 viennent interrompre ses projets. Tout le monde se moque de nous avec ce château de la Ferté-Vidame qui est, bon, on peut le dire, en ruine. Mais Oui. quand même, on y est drôlement attaché, c'est notre petit Versailles. Ah oui, ça c'est sûr que c'est notre petit Versailles à nous. Hein. Le château de la Ferté-Vidame, ou ce qu'il en reste, est toujours debout. Sa dépouille a d'ailleurs gagné son titre de noblesse post-mortem. Elle est classée plus belle ruine de France. Le spectre du château et son air fantomatique invitent à la rêverie et font la fierté des percherons. Je m'imaginerais bien revenir à l'époque des grandes chasses à courre, au début du XXe siècle. Et toi, tu t'imaginerais quoi ici? En princesse, Ouais. ça m'irait bien. Ou Ça favorite du roi. Ah oui, favorite du roi, oui, c'est pas mal non plus. Mais en général, elles finissent mal. Hein. Dans cette région de l'Orne, si quelques châteaux ne sont pas au mieux de leur forme,
il est une tradition culinaire qui se porte à merveille, celle du boudin. Et voilà le boudin, Laurent! Du boudin noir, évidemment. Mon grand-père, quand j'étais petite, il nous faisait du boudin une fois par semaine parce que ça contient plein de fer. Exactement. C'est du sang, des oignons et du lard. Le chef Laurent Olivier a appris à cuisiner le boudin noir auprès des anciens et sait le sublimer. Le boudin, on le fait cuire avec le beurre, tout doucement, parce qu'il ne faut pas que la poêle éclate. Car Mortagne-au-Perche peut s'enorgueillir d'être la capitale du boudin noir et organise chaque année son concours international. Sens-moi cette odeur, regarde. C'est bon, ça donne faim. Allez. La cuisine de Laurent reste sans chichi. Son boudin, il le sert avec des pommes, flambées au calva, et ajoute sa petite touche personnelle. Quand il n'y a plus de flamme, il n'y a plus d'alcool. D'accord. On ajoute la crème de cassis Pour déglacer? pour déglacer. On va laisser réduire Oui. et il n'y aura plus qu'à déguster. Vas-y. C'est alléchant, pourtant le boudin est resté longtemps boudé. C'était le plat du pauvre. Les charcutiers le donnaient même. Tu connais l'origine? T'es en train de me demander pourquoi on mange autant de boudin à Mortagne, en fait. Et pourquoi c'est la capitale, surtout? Le Perche est entouré de forêts et on a plein de massifs forestiers tout autour. Et il y avait donc une surpopulation de sangliers. Et il fallait bien, peut-être pas éradiquer, mais en tout cas canaliser cette population. Et du coup, on s'est mis à chasser le sanglier et à utiliser le sang pour faire du boudin. Ceci dit, ça date depuis l'Antiquité, cette histoire. Hein. Allez, viens, parce que assez discuté, maintenant, on passe aux choses Allez, sérieuses. on va manger. Allez, dis-moi ce que t'en penses. Excellent. Je me régale. Tu vois, ça, boudin, pomme, c'est ma Madeleine. C'est comme ça que le faisait mon grand-père. J'adore. Ben écoute, profite alors. Profitons. Sylvia, passionnée de cuisine, n'est pas venue les mains vides. Elle a apporté à Laurent sa spécialité, Est-ce que tu peux goûter la mienne? Bouge pas. Alors, qu'est-ce que c'est? du boudin épicé à la banane. Verdict, C'est vrai que là, t'as fait un mariage qui est plutôt assez original. Oui. Mais il y a des épices, hein? Oui, j'y suis pas allée de main morte. Allez, Sers un verre de cidre? c'est une boisson incontournable dans le Perche, tu sais. qu'on se le dise, jusqu'au fond des bois, les forêts de Mortagne-au-Perche et ses alentours n'abritent pas que des meutes de sangliers qui rassasient depuis des millénaires les percherons. Elles cachent également des trésors architecturaux. Soyez curieux et perdez-vous dans les bocages et les champs de blé de la chapelle Montligeon. Au cœur d'un écrin de verdure, une incroyable et triomphante basilique fait la fierté des villageois. Cet édifice néogothique de pierre blanche calcaire, partagé en 3 nefs bordées de 16 chapelles, offre avec son ensemble de vitraux évoquant la communion des saints, un incroyable jeu de lumière. Comme de nombreux pèlerins qui passent visiter ce chef-d'œuvre, Sylvia est venue déposer une plaque de marbre en souvenir d'un proche défunt, en compagnie de Don Paul Denisot, le recteur du sanctuaire. Je t'ai apporté l'ex-voto pour mon ange gardien. Pour ton frère. Ce que je te propose, c'est que nous allions le confier à Notre-Dame libératrice. D'accord. C'est pour elle que l'abbé Buguet a fait construire cette œuvre colossale. Alors effectivement, cette œuvre colossale, œuvre de prière pour les défunts, il l'a mise sous le patronage de la Vierge Marie, une maman. Il était quand même mis au placard ici. Hein. Ah oui, parce qu'il avait un tempérament un peu vif. Donc il a été envoyé ici, dans un coin perdu, un coin très pauvre. Et sa première préoccupation, lui qui était pétri de la doctrine sociale de l'Église, c'est-à-dire du souci de l'ouvrier, c'était de donner du travail à ses paroissiens. Il avait quand même un but bien précis, c'était d'éviter l'exode rural et de faire en sorte que la population, notamment masculine, reste ici dans le Perche. C'était ça, oui. Et c'est pour ça qu'il a fait construire cette gigantesque basilique. À la fin du 19e siècle, Paul-Joseph Buguet, petit curé de campagne, va déplacer des bocages. Profondément attaché à sa terre natale percheronne et à ses paroissiens, il œuvre à fonder une association pour les âmes délaissées et fait connaître ce projet en développant dans son presbytère une imprimerie. Très vite, les dons affluent. Les ouailles de la chapelle Montligeon ont tous repris une activité et se démènent à faire sortir de terre leur cathédrale en un temps record.
Il commence les travaux de la basilique en 1896. Il les achève en 1911 pour une première messe qu'il célèbre ici. Ensuite, il va vivre en Italie. Il meurt d'épuisement à Rome en 1918. D'épuisement. Oui, C'était vraiment un grand bonhomme. un grand bonhomme. Je le pose là, mon ex-voto, Oui, à côté des autres. à côté de tous les autres. Regarde, moi, ça m'avait Remercier. impressionné parce que t'en as là qui viennent de Chine, là au Madagascar. Et des États-Unis. Chaque année, au cœur du petit village de la Chapelle-Montlégion, des pèlerins du monde entier viennent prier leurs morts. Ils viennent également glorifier l'opiniâtre homme d'église Percheron, à qui l'on doit cette incroyable basilique. Mais son corps a été ramené en 1921, ici, à Montlégion. C'est normal, c'est quand même un enfant du pays, il est né dans le Perche. C'était important pour lui de venir reposer ici, parce qu'il était fils de sabotier du Perche, et il voulait être enterré sur sa terre percheronne. Qui aurait cru que la ténacité d'un seul homme pourrait faire naître de tels projets sociaux et architecturaux ?